Ouais, et ça, c'est quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience avant d'habiter en Asie et de parler à des personnes, des Asiatiques, et leur poser les questions. Mais vous, du coup, si vous deviez habiter dans une maison en bambou, mais ils me regardent avec des grands yeux effarés, jamais de la vie. Alors oui, c'est considéré un peu comme une superfood, un super aliment, d'autres appellent ça un alicament, comme un aliment et un médicament, tant ses propriétés nutritives sont fabuleuses, en fait, en termes de vitamines, de silice. Bienvenue chez Basilic, le podcast pour changer de regard et imaginer ensemble un futur désirable. Je suis Jeanne, votre hôte, et chaque semaine, je tends le micro à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous vous sentirez bien chez Basilic. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'une plante bien connue sur le continent asiatique, le bambou. Issu de la famille des graminées vivaces, le bambou est une herbe et non un arbre. Certaines espèces de bambou, telles que le bambou mosso, peuvent grandir de plus d'1 mètre par jour. Rendez-vous compte. Bien souvent, le bambou a la réputation d'être une plante invasive, coriace et envahissante. Jeanne Pham Tran s'est passionnée pour les bambous lorsqu'elle s'est installée en Asie il y a quelques années. Elle a donc décidé d'écrire un essai, une enquête à leur sujet, afin de partager avec nous les 1001 vertus de cette plante encore méconnue. Dans son ouvrage « Révolution bambou », Jeanne nous partage toutes ses découvertes. Du bambou comestible aux matériaux low-tech, je vous invite à plonger avec moi dans cette enquête fascinante. Bonne écoute à vous. Bonjour Jeanne, je m'appelle Jeanne également. Merci de m'inviter dans Basilic. Je suis éditrice de livres et autrice de livres depuis plus récemment. Donc ce livre Révolution bambou, il est né aussi parce que depuis 3 ans je vis en Thaïlande et je pense que ça a été peut-être un déclic pour moi pour écrire sur ce sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, mais sur lequel je me sentais peut-être un peu moins légitime en restant en France. Le fait de déménager en Asie où les bambous sont beaucoup plus présents et natifs en fait aussi, m'a aidé un petit peu à passer ce pas. Et puis tu t'es appuyée sur un bambou qui est dans ton jardin, oui. Qui t'observe, ou que tu observes, et que tu vois pousser. J'aimerais qu'on commence cet épisode avec quelques explications, déjà personnelles, avant qu'on s'intéresse vraiment au bambou, de pourquoi est-ce que cette plante, cette herbe te fascine. Voilà, qu'est-ce qui t'a donné vraiment l'envie d'écrire sur ce sujet qui est pas commun. On le disait juste avant d'enregistrer cet épisode, c'est le premier essai qui nous offre une vision un peu 360 du sujet. Donc c'est vraiment une première. Est-ce que tu peux nous raconter comment t'es tombée amoureuse des bambous ? Alors oui, depuis que j'étais petite, en fait, assez étonnamment, dans le jardin de la maison de famille du Limousin, donc au centre de la France, il y avait quelques bambous. Alors beaucoup plus petits que ceux que j'ai en Asie aujourd'hui, hein. Mais je pense que dès cette époque, j'avais cette espèce de fascination parce que c'était rare, ça me paraissait exotique, je savais que ça venait d'Asie, et puis ils étaient tellement différents des autres arbres énormes qu'on avait dans le jardin. Ça avait vraiment une connexion particulière, je me cachais dedans, etc. Et c'est étonnant quand j'ai fait cette enquête sur le bambou et que j'ai interviewé plein de pratiquants du bambou dans le monde, quasiment toutes les personnes m'ont parlé de leur enfance. Et que le bambou était associé soit à une plante qu'il y avait dans le jardin du voisin ou du grand-père ou je ne sais quoi, soit parce que c'était super, parce qu'ils ont coupé avec leurs parents et ils faisaient des petites cabanes, ils construisaient déjà des petites choses avec. Du coup, il y a vraiment cet aspect ludique dans le bambou
auquel je tenais, puisque ça m'est apparu au cours de mes interviews. Et donc, j'ai intitulé un des chapitres « Une plante pédagogique ». Tout à fait. Tu as vraiment, dans cet ouvrage, mené une enquête sur le bambou. Tu as rencontré des professionnels dans plein de secteurs différents, des architectes, des spécialistes de la botanique, des jardiniers, enfin plein d'aspects différents, et c'est vraiment comme ça que se présente le livre, avec des chapitres thématiques. J'aimerais d'abord qu'on revienne un peu sur l'usage des bambous dans l'histoire. Tu le dis, ils sont natifs d'Asie. Ils avaient une part prépondérante dans la vie du quotidien, que ce soit pour l'habitation, les objets. Un petit peu moins aujourd'hui, mais j'aimerais bien que tu nous racontes un peu l'histoire de cette herbe. Oui, alors c'est cette histoire d'ailleurs qui était un des points de départ, puisque je me suis aperçue assez rapidement en commençant à étudier le bambou, qu'en Asie, il avait existé une civilisation du bambou. C'est-à-dire que le bambou avait une place en tant que plante, mais aussi culturellement. Il avait une place dans le langage, il avait une place dans les arts, dans la spiritualité, dans la philosophie, etc. Il n'y a pas d'autre plante au monde qui ait occupé à ce point l'imaginaire des humains, enfin d'une si grande partie de l'humanité en tout cas. Et puis, étonnamment, moi, depuis que je vis en Asie, le bambou, c'est vraiment pas à la mode. Au contraire, depuis, je dirais, les années 2000, l'Asie s'est beaucoup plastifiée. Le béton, l'acier. Vous avez déjà vu peut-être des images de ces villes qui ressemblent à des forêts de gratte-ciel. Donc les bambous est considéré un petit peu comme le bois du pauvre aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qui est très récent et qui est dû à une modernisation et une occidentalisation aussi des villes asiatiques. Et parallèlement, et c'est ça qui a contribué aussi à me faire écrire ce livre, en Europe, depuis à peu près le même moment, depuis une vingtaine d'années, on s'intéresse à l'écologie, on s'intéresse à tout ce qui est aussi représentatif de matériaux qui pourraient être plus végétaux, etc. Et le bambou gagne beaucoup en notoriété, on adore utiliser le mot bambou, que ce soit pour faire un peu de greenwashing ou que ce soit réellement pour parler d'écologie, puisque c'est réellement, ça n'est pas du tout une légende, une plante extrêmement écologique. Et pourquoi est-ce que c'est une plante extrêmement écologique ? Quels sont ses avantages par rapport à d'autres plantes ou même d'autres arbres qu'on a l'habitude, nous, d'utiliser plutôt en Occident, pour le coup ? Alors, la première chose qui vient à l'esprit concernant le bambou, c'est sa vitesse de croissance. Sa vitesse de croissance est extraordinaire. Il n'y a pas de plante qui pousse plus vite au monde que le bambou. Alors, quand je dis ça, c'est un petit peu rapide, puisqu'il y a quand même 1600 espèces de bambou. Les plantes qui poussent très très vite, ce sont que certaines espèces de bambou. Dans certaines conditions, avec un climat très tropical. Donc, c'est pluie et soleil. Donc ça contribue à proposer une plante qui, au bout de 4 ans, atteint sa maturité. C'est-à-dire qu'au bout de 4 ans, elle est au mieux de sa forme physique et technique, du coup, pour être coupée et pour être transformée en matériaux, que ce soit de construction, de design ou autre chose. Voilà. Et il n'y a pas d'autre arbre, en fait, qui ait cette vitesse-là. Par exemple, un pin, ça va être au bout de 10 ans. La plupart des grands arbres qu'on a aussi chez nous, c'est plutôt 80 ans pour atteindre sa maturité. Donc vous imaginez le niveau de renouvellement qui n'est pas du tout le même. Et par ailleurs, le bambou, quand on le coupe, on ne le déforeste pas, contrairement à tous les arbres, puisque, je rappelle, c'est une herbe. C'est-à-dire que le bambou fonctionne de façon rhizomatique, avec des racines qui vont vers le sol, des rhizomes qui se dirigent à la fois vers le sous-sol et vers le ciel, et qui projettent des tiges vers l'extérieur.
Et donc ça permet d'avoir une plante qui ne cesse de faire des petits bébés et qui ne cesse de s'auto-renouveler en permanence, de s'auto-régénérer. Et on en reparlera après, mais de tous les pépiniéristes, toutes les personnes qui travaillent vraiment dans la culture du bambou, que j'ai interviewé, il m'expliquait que c'était tout à fait sain pour le bambou de le gérer. Alors on peut appeler ça le récolter régulièrement, en tout cas tous les 4 ans. C'est absolument bon pour le bambou. Ça dégage un peu d'espace pour les plus jeunes. Et on peut du coup aussi transformer les chaumes, puisque ça s'appelle des chaumes, les tiges récoltées, en autre chose. Ça peut être des objets, ça peut être de la construction. Ouais, matériaux de construction, on y reviendra. Et effectivement, ce qui est intéressant, c'est cette gestion en fait d'une forêt de bambou qui est complètement différente de ce qu'on va faire avec des essences d'arbres plus communes ici en Europe. C'est donc ça différent. Contribue en effet à en faire une plante écologique pour reforester certaines zones. Notamment des zones dégradées. On s'est rendu compte que le bambou était une plante formidable parce qu'elle régénère, elle restaure les sols. Et elle adore les sols les plus dégradés. Donc, moi-même, j'ai essayé dans mon jardin en Thaïlande, où, hélas, la maison qu'on occupe a été construite il y a une 30aine d'années, je pense, sur une sorte de colline, et ils ont laissé tous les déchets de la maison quasiment sur place. Les déchets de la construction? Oui, les déchets de la construction sur place. C'est ce qu'ils font toujours dans les îles, puisqu'ils ne savent pas quoi faire des déchets. Ils ne peuvent pas les évacuer. Donc soit ils les mettent à l'eau, soit ils les laissent, et sur puis le la terrain. Végétation recouvre ça. Et en creusant, moi, pour faire des boutures de bambou, etc., je me suis aperçue de cette hérésie. Et je me suis dit, mais mon pauvre bambou ne va jamais pousser là. Et parallèlement à ça, j'étais en train d'étudier que le bambou restaure les sols, etc. Et du coup, on s'est dit, on va faire cet essai, on verra bien si c'est vrai. Tu as mis en pratique ce que tu avais découvert. On a mis en pratique, et le bambou pousse entre le béton et le... Enfin, c'est très étonnant. Et c'est vrai qu'on le voit aussi pousser, par exemple, dans des interstices entre 2 trottoirs à Bangkok, où on se dit, mais il n'y a même pas 1 gramme de terre là, c'est pas possible, comment fait-il ? Et bien si, il arrive à se faufiler pour aller récupérer de l'eau, j'imagine, dans les égouts, etc. Donc il adore les eaux usées, il adore les ravins, et il contribue aussi à maintenir une terre, par exemple, qui est en pente. Donc c'est très intéressant par rapport à l'érosion des sols, par exemple. On en voit d'ailleurs très souvent des bambous le long des rivières qui sont comme ça penchés, c'est très élégant au-dessus de l'eau. Et puis ça évite. Et en fait, ça tient la terre comme un maillage incroyable et d'une force. Enfin, peut-être que certains d'entre vous ont déjà essayé de déterrer un bambou. C'est un enfer. Ils ont des racines tentaculaires. Et petite anecdote, c'est assez amusant de savoir que dans les zones sismiques, on conseille aux gens d'aller se réfugier en cas de séisme dans une forêt de bambou. Ah oui. Parce que la terre est parfaitement bien tenue grâce au rhizome. Et le bambou ne risque pas de vous tomber dessus. Enfin, voilà, c'est pas trop dangereux. Oui, ça fait partie des services écosystémiques, on peut dire, du bambou, en plus de favoriser la biodiversité et en plus, je dirais, d'être une éponge géante. Bah oui. Il a cette faculté assez exceptionnelle, que je ne connaissais pas non plus, de stocker l'eau, ce qui peut être très pratique en zone inondable. Donc à ce moment-là, il va vraiment aspirer, absorber le trop-plein d'eau qui aurait été créé par une inondation. Et dans des endroits assez secs, où par exemple il y a des périodes de sécheresse très fortes, c'est le cas où j'habite en Thaïlande, où on passe d'une mousson dingue à plusieurs mois de très grand soleil sans une goutte d'eau. Et le bambou, grâce à ses rhizomes tentaculaires, il a de l'eau, il garde l'eau, il garde l'eau pendant des jours, des mois, et ça lui fait sa petite réserve. C'est une des particularités que j'ignorais du bambou. Alors non pas que je sois experte, mais je ne savais pas du tout qu'il avait cette capacité d'éponge, comme tu le dis. Et on ne l'imagine pas en fait, parce qu'en regardant un bambou, on ne se projette pas sur la possibilité pour lui d'avoir
cette capacité-là, tu vois ce que je veux dire ? Avec son esthétisme, on se rend pas forcément compte. Il est très fin, souvent. Il faut quand même faire une différence entre les bambous en Asie, les bambous tropicaux, qui sont beaucoup moins fins que ceux qu'on connaît en France. Les bambous tropicaux, c'est des arbres, ils sont de la taille d'un tronc. C'est sûr qu'il faut faire une petite différence. Puis tu l'as dit tout à l'heure, et c'est ce que j'ai appris en lisant ton enquête, c'est qu'il y a plus de 1600 espèces, en tout cas 1600 espèces identifiées de bambous, ce qui est déjà énorme, et sûrement d'autres qu'on n'a pas encore découvert et que j'espère on aura l'occasion de découvrir plus tard. Tu l'as dit tout à l'heure brièvement, mais le bambou est un matériau puissant qui peut remplacer l'acier, le béton. D'ailleurs, tu parlais de ces villes où il y a des gratte-ciel en béton qui poussent. Pour avoir vécu plusieurs années en Asie, c'est surprenant parce que finalement, les échafaudages sont en bambou. En tout cas, à Hong Kong, c'était comme ça, encore aujourd'hui. Oui, à Bangkok aussi. Donc, et les gratte-ciel, pas du tout. Voilà, des échafaudages sur 50 étages, 60, qui sont constitué uniquement de bambou et de petits liens. Je revois encore les liens parce que quand ils le démontent, ils coupent tous les liens et ils se retrouvent par terre en plastique noir. Mais tu l'expliques dans ton ouvrage, le bambou, en fait, il a une capacité très intéressante et il pourrait être davantage utilisé dans l'architecture. Aujourd'hui, on l'utilise assez peu. Oui, toujours pour la même raison. C'est vraiment considéré comme le bois du pauvre. On l'utilise éventuellement pour un échafaudage, mais on ne l'utiliserait jamais pour faire le gratte-ciel en lui-même. Alors qu'en fait, il en aurait la possibilité en termes de résistance, résistance à la traction, à la torsion, etc. Donc il y a quelques architectes aujourd'hui, des nouveaux architectes qui sont quand même assez avancés, qui s'intéressent notamment à des biomatériaux. Et qui s'intéressent aussi, il faut quand même avoir un petit peu de savoir-faire à toutes les capacités techniques des chaumes de bambou pour la construction à grande échelle, on va dire. C'est pas évident parce que c'est quand même une plante dont on ne trouve jamais deux chaumes complètement identiques. Il y a toujours, et ça j'en parle un petit peu dans le livre, il y a cette particularité qui est à la fois magnifique, très poétique, que chaque tige est singulière. Donc c'est fabuleux pour faire du design, chaque pièce est unique, on va dire. Et en même temps, ça rend les choses un peu compliquées pour faire de la construction à grande échelle, etc. Donc on peut se heurter un petit peu à cette dimension-là, mais si on n'est pas trop à cheval sur le fait que tout doit être parfaitement égal et comme un plancher en mélaminé ou je ne sais quoi, on peut accueillir en fait ces irrégularités et les intégrer dans de la construction de façon très très élégante en réalité. Donc ça commence tout doucement à venir en Asie et étonnamment c'est des gens plutôt fortunés qui font ça, qui sans doute ont aussi un niveau d'éducation qui fait qu'ils sont sensibles à une construction écologique, durable, en un matériau végétal. Et cela donne un petit peu envie, je crois, à d'autres parties de la population en se disant « Ah en fait, c'est prestigieux ». Mais ça, c'est très récent ce que je vous raconte et c'est encore à toute petite échelle. Il y a quelques exemples de construction, pas tant finalement. Dans ton livre, tu parles notamment de la Green School, c'est ça son nom, à Bali, que peut-être les auditeurs et auditrices connaissent. C'est vraiment un modèle d'école alternative, tout en bambou. Ça, c'est un exemple de construction. Mais au final, en lisant ton essai, j'essayais, tu vois, d'imaginer des constructions. Et en fait, j'avais pas beaucoup d'exemples en tête parce qu'il y en a très peu. Ce qui est surprenant, et en fait, je pense que dans un monde où, on le sait, les ressources sont limitées, le béton, au-delà de l'empreinte énergétique du béton, c'est aussi des ressources naturelles, du sable, etc. Le bambou présente une véritable alternative. Pour autant, aujourd'hui, et c'est ce que dit notamment un des architectes que tu as interviewé, le secteur de la construction est assez frileux. On n'a rien entrepris à grande échelle pour imaginer construire l'immeuble de demain en bambou au cœur de Bangkok ou ailleurs. D'ailleurs, je parle de l'Asie parce que c'est une plante native.
On a peu d'exemples finalement. Oui, on a peu d'exemples. Vraiment, tous les architectes à qui j'ai posé la question m'ont répondu la même chose, que ce soit en Colombie, en Amérique du Sud, au Mexique, en Afrique, en Asie, en Inde, où vous voulez. Enfin, c'est un problème d'image. L'image du bambou, depuis que le béton existe dans ces contrées-là, l'image du bambou est catastrophique pour les classes moyennes, pour les gens pauvres. Ils ont trouvé... Alors c'est très drôle, je te raconte cette petite anecdote dans le livre. Aux Philippines, il y a une entreprise assez formidable qui a créé des logements sociaux en bambou. Et ils ont recouvert le bambou d'une mince pellicule en fait de barrec. Donc c'est une sorte, ça fait un peu comme du plâtre en fait. Donc les gens n'ont pas l'impression de vivre dans une maison en bambou, même si toute la structure est en bambou. Et ça, c'est à cause de l'image. Ils en sont là, en fait. Ouais, donc il y a un travail à faire aussi sur les représentations. En fait, le bambou, quand les pays d'Asie se sont occidentalisés, en tout cas mondialisés, etc., ça a quand même généré un changement et un switch dans le paradigme des gens. Parce qu'avant ça, c'était quand même, tu le racontes au tout début de ton ouvrage, très, très commun. On utilisait le bambou aussi bien pour construire un petit abri dans son jardin que pour le porter. Bon, il y avait plein d'usages. Absolument, c'était absolument... pour tout, de la construction à tous les ustensiles de la cuisine, au transport, enfin tout était en bambou. Aujourd'hui, en effet, comme je disais, ça a changé et je pense que les nouveaux architectes dont je parlais contribuent vraiment à redorer le blason du bambou et à lui redonner une image attirante, attractive, sexy, belle, parce que c'est magnifique les bâtiments qu'ils font. Et du coup, à recréer de l'attirance, quoi. Ça va être du désir sur le bambou. Un long travail, il va falloir changer l'image du bambou. Oui, et ça, c'est quelque chose dont je n'avais absolument pas conscience avant d'habiter en Asie et de parler à des personnes, des Asiatiques, et leur poser les questions. Mais vous, du coup, si vous deviez habiter dans une maison en bambou, ils me regardent avec des grands yeux effarés, jamais de la vie. Le grand public, c'est pas du tout encore acquis. Mais dans les classes les plus élevées, les plus éduquées, ça commence à venir. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'écoles en bambou, dont je parle dans le livre. Il y a cette Green School à Bali dont tu viens de parler. Il y a une école aussi assez chic à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, qui est magnifique, tout en bambou, etc. Mais il est évident que les gens qui ont les moyens de mettre leurs enfants dans une école alternative, écologique, en bambou, etc., c'est quand même le haut du panier. Oui, bien sûr. Et en Europe, peut-être qu'il n'y a pas la même perception d'une construction en bambou. Pour autant, c'est pas non plus un sujet qui a été très abordé. Pour l'instant, on fait avec des bois aussi plus locaux. Pour autant, le bambou pourrait avoir un certain avantage écologique, puisque le transport ne représente pas toute l'empreinte écologique d'un logement. Oui, alors il y a quelques grandes entreprises qui ont fait de la transformation de bambou, donc qui utilisent les chaumes, qui les transforment en mélaminé, en fait, en contreplaqué, etc., et qui font, par exemple, des parquets extrêmement résistants. Il y a de plus en plus de gares, d'aéroports, d'hôtels qui utilisent ce type de parquet qui est encore plus résistant que les parquets en bois ou autres. Donc ça prend un petit peu quand même. Je parle aussi d'une entreprise dans le livre qui fait du mobilier urbain dans les grandes villes de France et ils utilisent aussi du bambou. Donc là, ils le transforment. Donc ça, c'est une autre question. On peut aussi transformer le bambou comme on transforme le bois. C'est un autre usage. Sauf qu'en effet, il y a moins ce problème de déforestation que connaît le bois aujourd'hui dans le monde. Et tout à fait. On va revenir après sur le bambou à grande échelle, si je puis dire. J'ai bien envie qu'on en parle aussi dans cet échange. Quand tu poursuis ta réflexion autour du bambou et tes recherches, parce que c'est un véritable travail de recherche, et on se rend compte à la lecture de ton ouvrage qu'il y a des ressources, t'as pu sourcer évidemment tout ce que tu dis, mais t'as quand même mené beaucoup d'interviews toi-même, et on se rend compte en fait en lisant l'ouvrage que c'est vraiment un sujet qui a été un peu délaissé. Le bambou, il n'a pas remporté un franc succès ni dans les études scientifiques, etc., et qu'il y a encore un champ des possibles qui est très large. Ça m'a fait penser notamment à l'ouvrage de Vincent Douméziel sur les algues.
Et j'avais un peu l'impression de lire le même type de travaux dans la mesure où vous êtes intéressé à des organismes vivants pour lesquels, jusqu'à présent, il y a eu peu d'intérêt. Alors quand je dis peu d'intérêt, c'est un simple constat. Hein. C'est vrai. Et ben, je suis très fière que tu fasses le parallèle puisque j'ai édité le livre de Vincent Toumézel et j'avais en effet la volonté de faire un travail un petit peu similaire avec le bambou, sachant que le bambou, non pas que ça va plus loin, mais il y a vraiment une dimension esthétique, artistique, culturelle, spirituelle, religieuse, qui est ancrée depuis très très longtemps dans les pays d'Asie. Ce qu'il n'y a pas complètement avec les algues. Il y a un véritable héritage. Donc il y a un héritage très très fort culturel que j'essaye de faire renaître quelque part parce que j'ai l'impression qu'on l'a oublié aussi en Asie. Ça se ressent dans ton ouvrage et tu essayes de le revaloriser. Voilà. Ce qu'on apprend aussi en lisant cette étude, c'est que le bambou est comestible. Alors, je pense que les auditeurs et les auditrices le savaient peut-être déjà. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu t'es un peu intéressé aux propriétés du bambou comme un aliment. Aujourd'hui, c'est assez peu commun pour nous, en tout cas en Occident, de consommer du bambou. En Asie, on en consomme un peu plus régulièrement. Pour autant, j'avais pas l'impression que ce soit omniprésent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ses bienfaits d'un point de vue alimentaire ? Alors oui, c'est considéré un peu comme une superfood, un super aliment. D'autres appellent ça un alicament. Comme un aliment et un médicament, tant ses propriétés nutritives sont fabuleuses en fait, en termes de vitamines, de silice. Je parle beaucoup de la silice dedans, puisque la silice, c'est comme un collagène naturel qui permet d'être très, très intéressante quand on a des problèmes de rhumatisme, d'arthrose, etc. Qu'on retrouve dans les plantes françaises, plutôt dans la prêle. Dans la prêle, exactement. Ça a encore plus de silice que la prêle, donc c'est assez fou. Et ça a été utilisé pour ces raisons-là dans les médecines chinoises, ayurvédiques, tibétaines depuis très 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 longtemps. Les premiers ouvrages de médecine chinoise dont je parle un peu dans le livre, qu'on connaît, qui sont restés à la postérité, mentionnent déjà le bambou comme source médicale. Vraiment, donc c'est fabuleux de savoir que les pousses, donc c'était les très jeunes pousses de bambou, si elles ont été bien bouillies, il faut absolument pas les manger fraîches. Il faut les faire bouillir. Et après, on peut les consommer en tout ce que vous voulez. Ça peut être des salades, ça peut être des currys, ça peut être en chips, en tout ce que... C'est que pour certaines espèces de bambou ou elles sont toutes comestibles ? Est-ce que tu sais ? Elles sont toutes comestibles si elles sont passées à l'eau bouillante. En revanche, il y en a qui sont meilleures que d'autres. D'accord. Donc il y en a qui vont être plus sucrées, d'autres qui vont être plus amères, et celles qui sont les plus réputées sont évidemment les plus sucrées. Et puis après, il y a d'autres parties du bambou qui sont très intéressantes. Les feuilles, j'ai découvert, et ça je ne savais pas du tout, qu'on pouvait faire des tisanes de feuilles de bambou. Pareil, il y a des espèces qui sont plus agréables que d'autres, moins amères, etc. Et donc c'est comme faire sécher de la menthe et en mettre dans sa tisane. Et bien on peut faire pareil, et j'ai goûté et c'était délicieux. Donc à Bangkok, il m'arrive de faire des tisanes de bambou, de feuilles de bambou. C'est très très bon pour les mêmes raisons, un petit peu grâce à la richesse en silice. Il y a certaines études qui montrent, donc ça c'est vraiment les Asiatiques qui ont développé les études en pharmacopée, en médecine autour du bambou, mais qui montrent d'autres propriétés anti-inflammatoires. Par exemple, on a découvert, ce qui paraît assez évident, qu'on utilisait autrefois, depuis toujours, les feuilles de bambou comme les feuilles de bananier pour envelopper certains aliments en Asie. Nous, on croyait que c'était simplement une enveloppe. En fait, c'est une enveloppe qui est conservatrice, qui permet d'être aussi... de supprimer toutes les bactéries, etc. Donc c'est encore mieux que du film alimentaire. Ah oui, d'accord, donc ça avait une... Donc maintenant, on est en train de revisiter cet aspect-là du bambou, qui peut être très intéressant justement pour conserver des aliments et éviter que ça moisisse, etc. Très intéressant. Et ça, au quotidien, toi qui vis à Bangkok maintenant depuis 3 ans,
Est-ce que les Thaïlandais, les habitants de Bangkok, consomment le bambou de manière quotidienne? Est-ce que tu le retrouves fréquemment? Oui, franchement, les pousses de bambou au restaurant, je pourrais en manger tous les jours. Ok. Des petits boui-boui dans la rue, il y a toujours un plat à base de pousses de bambou, beaucoup de curry notamment, beaucoup de plats un peu avec du lait de coco, etc. Et dedans, il y a des pousses de bambou. Moi, j'adore pas ça quand c'est tout seul, mais avec du lait de coco dans un curry, c'est absolument divin. Ça ressemble un peu à l'artichaut. Ok. Pour ceux c'est qui ce que tu dis apprécient. En termes de texture et de goût, il y a ce côté mi-fondant, mi-craquant, et un goût assez subtil comme ça, qui est proche de l'artichaut. Personne ne peut détester le bambou, hein. C'est pas un goût fort, c'est pas du fromage. C'est assez neutre finalement, et c'est surtout plein de très très bonnes choses pour la santé. C'est plein d'antioxydants. Une des études les plus récentes au Japon parlerait même dans les feuilles de bambou d'une espèce très particulière de propriétés pour lutter contre certains cancers. Donc ils ont fait des tests sur des souris qui ont été extraordinaires. Une souris qui avait des tumeurs cancéreuses, on lui a donné comme ça des extraits de feuilles de bambou et sa tumeur a complètement diminué. Donc, je ne peux pas m'avancer moi sur ce qui Bien sûr. en médecine les effets sur les êtres humains, mais les études scientifiques très pointues sont assez étonnantes. Donc je pense que, comme tu le disais tout à l'heure, tout est encore à apprendre et à développer. Il y a une recherche, le champ de la recherche n'en est qu'à ses balbutiements en fait. C'est absolument passionnant et j'ai déjà hâte de savoir comment ça va évoluer. Et alors je le cite parce que j'ai noté cette citation dans ma prise de notes, mais tu vas nous rappeler le nom de l'auteur de cette citation qui dit « Pas de banquet sans bambou ». Ça m'a fait beaucoup sourire. Alors c'est un grand lettré chinois, Su Dongpo, qui est un des grands amoureux des bambous dans l'histoire de la Chine. En fait, il a écrit un nombre de poèmes sur les bambous incroyables. Il a peint aussi beaucoup de bambous, puisque le poème de bambou et la peinture de bambou sont un genre en soi en Chine depuis très longtemps, au point que, par exemple, pour passer les examens impériaux en Chine, il y avait un des examens qui était une peinture de bambou. Il fallait peindre un bambou comme on faisait un exercice de maths ou une dissertation. Et ça, c'était un peu l'examen psychologique, en fait, pour évaluer... on estime que quand on peint un bambou, on peint sa propre âme. Et donc, par un effet de miroir comme ça, on pourrait détecter si l'étudiant est intègre, dissipé, je ne sais pas, plein de qualités comme ça, morales, qui pourraient apparaître tout à coup dans la peinture de bambou. Et puis, on retrouve aussi dans ton ouvrage beaucoup de citations dans lesquelles on emploie le mot bambou, et ce qui traduit aussi de la place qu'occupe cette plante et qu'occupait cette plante dans le quotidien des gens. Alors, je les ai plus en tête, mais il y en a plein. Il faut lire l'ouvrage pour les découvrir. Mais j'ai beaucoup aimé ce passage sur les expressions et parce que je trouve que ça nous permet toujours de comprendre et de mettre un peu en perspective la considération qu'avaient les gens pour cette plante. Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance d'apprendre le chinois quand je vivais en Chine il y a quelques années. Et donc, je trouvais ça dommage, en étudiant le bambou, de ne pas juste chercher dans le dictionnaire chinois toutes les entrées avec la racine du mot bambou. Et là, j'ai été frappée de voir le nombre de mots qui sont construits à partir de la racine du mot bambou, que ce soit des mots concrets ou abstraits, puisque cette plante, comme on disait tout à l'heure, a vraiment la particularité d'être à la fois un végétal, un matériau et une symbolique, quelque chose qui représente moralement l'association de la souplesse et de la fermeté ou de la résistance. Ça représente l'humilité parce que c'est creux à l'intérieur. Ça représente par exemple la gratitude. Il y a tout un tas de qualités morales qui sont attribuées au bambou, si bien qu'on dit que c'est une plante qui est comme un gentilhomme, par exemple. C'est une plante qui est vraiment dotée de vertus immenses. J'ai vraiment beaucoup aimé, et je conseille aux auditeurs et aux auditrices ce passage,
tout l'ouvrage, mais surtout ce passage qui, moi, m'a beaucoup plu. Alors évidemment, là, on fait l'éloge du bambou, on en parle de manière très positive et à juste titre, parce que c'est une plante qui a encore beaucoup de choses à nous apprendre, je pense. Pour autant, et tu l'expliques dans ton ouvrage, voilà, on assiste aussi, les auditeurs et les auditrices l'ont sûrement remarqué, à un greenwashing autour du bambou, le pauvre, il n'a rien demandé. Mais voilà, parce qu'il y a 3 couverts en bambou dans un vol Air France, on va nous dire que le vol est éco-responsable, parce qu'il y a tel matériau qui a été utilisé, etc., etc. Et donc, le bambou, finalement, c'est un peu la carte qu'on sort pour justifier d'une bonne pratique ou d'un argument éco-responsable. Je pense que ça n'aura échappé à personne. On a été envahis par les couverts en bambou, par les brosses à dents en bambou, tout ça, il y a quelques années. Et c'est pas forcément positif parce que forcément, ça implique aussi une monoculture du bambou, une surexploitation. Quelle est la situation aujourd'hui ? Alors c'est vraiment intéressant et je tenais en fait à être nuancée dans mon propos quand j'ai écrit ce livre, c'est-à-dire que le bambou est réellement, on l'a vu, une plante écologique, si elle est bien gérée, si elle est bien entretenue. C'est réellement un matériau low-tech, c'est-à-dire qu'il est utile, qu'il est accessible, du moins dans les pays où il pousse naturellement, et qu'il est durable, et qu'en plus il crée du lien entre les gens. Enfin c'est vraiment, réellement tout ça est vrai, mais il a bénéficié d'une telle publicité, on va dire, il est devenu tellement à la mode, tellement tendance, qu'aujourd'hui, mettre dans une marque n'importe laquelle le mot bambou, eh bien, c'est le sésame. C'est comme si c'était synonyme de écolo, zen et bobo, quoi. Enfin, il y a un côté totalement étrange à ça. Il n'y a pas forcément en fait, de lien entre le fait d'employer le mot bambou et l'écologie. Donc c'est comme ça qu'il y a même une compagnie aérienne qui s'appelle Bamboo Airlines. Oui, mais j'y croyais pas en lisant. C'est vraiment, j'ai vérifié. Ton livre, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est une blague. Donc ça en dit long en fait sur le pouvoir d'attraction, le pouvoir de verdissement, c'est pas très joli, mais voilà, de greenwashing de cette herbe et le succès aussi. C'est un petit peu le pendant en fait de son succès, c'est la rançon du succès, on pourrait dire. Il a tellement été mis sur un piédestal comme une plante écologique, etc., qu'on en oublie parfois qu'il vient peut-être de très loin, que peut-être il a pollué pour arriver jusqu'à nous, et que je ne suis pas du tout sûre que utiliser des brosses à dents en bambou en Europe soit si pertinent que ça. En effet, si on les utilise en Asie, sachant que la plupart quand même des bambous viennent plutôt d'Asie, ça fait tout à fait sens. Donc je rappelle quand même un peu de bon sens, tout simplement, que le bambou, comme pour tous les autres matériaux, deviennent quand même écologiques à partir du moment où ils sont locaux, en réalité, et que le meilleur bambou est celui qui est près de chez nous. Bien sûr, avec un usage raisonné aussi. Est-ce que on assiste déjà à des grandes déforestation pour planter du bambou? Alors moi, je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais en effet, j'ai lu des articles un petit peu alarmants qui désignaient ce phénomène en Chine, où du coup la Chine s'est dit « Ah tiens, les Occidentaux, le bambou leur plaît beaucoup, etc. On va leur envoyer plein de brosses à dents en bambou et des abat-jours en bambou et je ne sais quoi. Et donc on va... vraiment créer une agriculture plus intensive, sachant que le bambou est quand même naturellement très très présent en Chine. Hein. Donc ils ont intensifié, je pense, le renouvellement de leur chaume, etc. Ce qui met un peu les écosystèmes sous pression quand même. C'est pas forcément utile d'être aussi... voilà, peut-être qu'au bout de 3 ans, ils coupaient au lieu d'attendre 1 an de plus, ce genre de choses. Il y a des choses plus graves. Hein. Je pense que la déforestation pour les forêts de teck ou des choses comme ça, je crois que c'est plus grave parce que le temps de repousse est tellement, tellement long. Mais c'est vrai que, comme pour tout, dès qu'on passe ce qu'on appelle le passage à l'échelle, dès qu'on passe sur des grandes quantités, on l'a vu avec notre agriculture, nous aussi, on est passé à de l'intensif après la Seconde Guerre mondiale, etc. Eh bien,
on crée forcément des déséquilibres. Des dérives, forcément. Donc, il faut rester très mesuré sur tout ça. Il faut, si vous achetez des produits en bambou, simplement vous interroger. Il en existe des bambous français. Vous pouvez aussi très bien acheter des objets qui sont fabriqués avec du bambou français. Il y en a beaucoup moins. J'imagine que c'est un peu plus cher. Enfin, voilà, il y a plein d'autres données qui entrent en jeu, mais les jeunes designers, notamment avec qui j'ai dialogué pour faire ce livre, des nouvelles générations de designers, ils sont très sensibles à cette question. Et ils essayent de travailler avec notamment la bambouseraie en Cévennes, qui est aussi une pépinière, ou avec des bambouserais françaises, pour éviter cette empreinte carbone inutile. Cette empreinte carbone et puis l'encouragement aussi pour ces pays d'Asie à planter toujours plus de bambou parce qu'il y a un attrait et des achats, c'est aussi répondre à une demande. Absolument. Dans ton livre, tu présentes plusieurs réflexions autour du bambou. Une de ces réflexions qui m'a beaucoup parlé, c'est le bambou comme matériau low-tech. Ouais. Et sur le constat aussi, en fait, que le bambou est quand même une plante qui est présente dans des pays plus pauvres, mais aussi plus vulnérables face au réchauffement et au dérèglement climatique. J'ai trouvé tout ce passage très intéressant, assez complexe aussi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi le bambou est low-tech? Et puis aussi ce passage, je ne sais plus si c'est Francis Allais avec lequel tu as mené cette réflexion. En fait, j'avais lu ce livre passionnant de Francis Allais qui s'appelle « La condition tropicale », où il met en relation tout simplement des cartes. Donc il y a la carte des tropiques, où on voit les pays qui sont dans la zone tropicale entre les deux tropiques, Capricorne et Cancer, et il superpose à ça la carte de la pauvreté dans le monde, en quelque sorte. Et on voit quand même que beaucoup de pays très pauvres, qui souffrent de problèmes en plus climatiques, se situent entre ces deux tropiques. Et si à ça, on ajoute la carte de la répartition des bambous dans le monde, on se rend compte que la plupart des bambous poussent naturellement dans ces régions-là. J'ai été très frappée de me dire, mais en fait, si le bambou pourrait pousser naturellement dans ces pays-là, et que ces gens, en plus, le considèrent mal, c'est vraiment juste une question de mentalité, de changer les mentalités pour se dire, mais utilisons le bambou. Donc, c'est un peu ce qui se passe en ce moment. Il y a certaines initiatives qui sont prises pour essayer de revaloriser un peu le bambou, de le recultiver dans ces régions-là et de le prendre comme une ressource économique potentielle, une ressource alimentaire aussi, si ces pays ont des problèmes d'alimentation, etc. Il faut quand même se rendre compte, dans l'idée de matériaux low-tech, c'est que c'est accessible, c'est limite gratuit parfois. Y a beaucoup de personnes qui font des objets en bambou. Ils vont juste dans la forêt et ils coupent quelques bambous et ils ne demandent rien à personne. Et c'est parfaitement gratuit comme ressource. C'est juste à côté de chez eux. Ils peuvent y aller à pied. C'est très léger. C'est facilement transportable. Il n'y a besoin d'aucune technologie, d'aucun savoir-faire compliqué pour le travailler. C'est assez extraordinaire, si on y pense. Et on peut le transformer en une multitude d'objets. C'est innombrable, en fait, le nombre d'objets qu'on peut faire en bambou. Que ce soit, alors, peut-être ce qui vous vient le plus naturellement à l'esprit, c'est des tables, des chaises, des objets un peu massifs comme ça. Mais on peut aussi couper des lamelles de bambou. Et vous avez peut-être vu déjà dans votre vie des chapeaux en bambou, des hottes en bambou, des paniers très très jolis qui sont tissés comme ça dans des lamelles très très fines, et qui peuvent remplacer notamment beaucoup de choses qui seraient en coton ou en plastique ou dans des matériaux beaucoup plus polluants. Et là aussi, c'est une piste en fait qui est à explorer, qui reste à explorer, parce que on en est là encore au balbutiement de ce matériau low-tech. Et j'ai bien aimé que tu amènes cette réflexion et cette perspective aussi. J'espère qu'on pourra assister au développement de nouvelles initiatives aussi, surtout
Quand on le sait, c'est des régions qui sont très vulnérables face au réchauffement climatique, aussi à cause de nos modes de vie et de l'impact que ça a chez eux. Pour toute la dimension autour de la biodiversité, etc., ça rejoint aussi ce que tu disais tout à l'heure. Le bambou a des superbes vertus pour protéger les sols, pour les régénérer. Donc ça ferait sens de trouver à nouveau du bambou dans ces régions. Complètement. C'est vraiment comme si c'était un peu parfait que cette plante se pousse aussi bien dans ces régions qui sont en ce moment vraiment sous tension. Donc que ce soit pour des raisons par exemple d'inondations très importantes. Il y a des régions qui ont planté du bambou dans des zones très inondables et ça leur a permis de limiter un peu les inondations parce que le bambou a bu beaucoup d'eau dans des régions comme je disais, qui sont très pauvres, qui souffrent de problèmes d'alimentation. Franchement, les pousses de bambou, ça pousse vite. C'est en quantité assez impressionnante et c'est très très bon pour la santé. Donc c'est voilà. C'est une plante, que demander de plus. Un allié pour nous quoi. Voilà, et c'est facile à récolter, etc. Enfin, vraiment, il y a énormément d'avantages. Donc j'espère que ce livre va contribuer à ouvrir les yeux de beaucoup de personnes qui soit n'avaient pas encore compris tout ça, soit avaient un regard qui, à mon avis, peut être changé sur le bambou. Une des premières réactions en France quand je parlais du bambou autour de moi, c'était « Ah non, cette plante, elle est envahissante, etc. etc. » Non, c'est la perception qu'on a avec des racines dont on pourra jamais... Il y a même des gens qui m'ont dit « Cette plante est diabolique ». Et j'adore qu'on me réponde ça, parce que du coup, je me rends compte qu'il y a un travail aussi à faire en France de déconstruction et d'apprentissage. Enfin, tout simplement, les gens sont parfaitement ignorants de toutes les qualités du bambou. Moi, ça m'a donné en tout cas envie de planter du bambou sur mon balcon. Je ne sais pas si ça fonctionnera en Haute-Savoie, on verra. Ouais. Mais en plus, il y a toutes espèces, donc vous pouvez planter des petits bambous et s'ils sont dans un bac, ils ne vont pas devenir sauter chez le voisin. Et tu le disais, c'est ce que j'ai appris aussi en lisant l'ouvrage, c'est que certains bambous poussent d'1 mètre par jour. Oui. Ça, c'est une espèce très particulière en Chine, qui est complètement dingue. Une des espèces les plus utilisées, notamment en construction, etc. C'est les mossos. Et là, s'ils sont dans les bonnes conditions climatiques, la vitesse de croissance est exceptionnelle. Ouais. Et même chez moi, en Thaïlande, honnêtement, le bambou que j'ai dans mon jardin, qui n'est pas de cette espèce-là, quand c'est la saison en fait, de la pousse, c'est-à-dire... juste après la sortie de l'hiver, entre guillemets, si on peut parler d'hiver en Thaïlande, c'est phénoménal. Enfin, on peut le mesurer tous les jours et tous les jours, il leur a pris quelques centimètres et tout ça. C'est ludique, c'est amusant. Il y a des vidéos sur YouTube en accéléré, des gens qui se sont amusés à filmer leur bambou. C'est vrai. Et ils mettent la vidéo en accéléré. Du coup, on le voit pousser dans la vidéo. Génial. Comme dans un dessin animé. C'est tout à fait le type de contenu que j'adore consommer. Eh ben, merci beaucoup, Jeanne. C'était très intéressant. Il y a 1000 sujets que j'aurais aimé aborder autour du bambou, mais le temps nous rattrape malheureusement. J'espère que cet épisode contribuera à changer un peu les perspectives, nos perspectives face au bambou. Ton ouvrage y contribue grandement. Merci pour ça. Et puis, oui, j'espère que ton ouvrage pourra contribuer à cette révolution du bambou qui pourra être mis entre les mains de scientifiques, de chercheurs, etc. Parce que je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre de cette merveilleuse herbe. Merci beaucoup, Jeanne. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, j'imagine qu'il vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à Basilic sur votre application de podcast favorite pour ne louper aucun épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et LinkedIn @basilicpodcast pour découvrir les coulisses de tous les épisodes et de toutes les interviews. Et enfin, si l'univers du podcast vous intéresse, alors je vous invite à jeter un œil à basilicpodcast.com. Vous y découvrirez Basilic Studio, la formation que j'ai créée pour vous accompagner à lancer votre propre podcast et surtout le podcast de vos rêves, mais également Basilic Lab, l'agence qui nous permet de créer des podcasts pour des marques audacieuses et des thérapeutes engagés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là,
prenez grand soin de vous.